Bien, bienvenue tout le monde, bienvenue au premier webinaire de la saison du Mouvement Santé mentale Québec qui s'intitule aujourd'hui « L'autodétermination, une vitamine pour le cerveau ». La présentation va être faite par notre invité Jacques Forêt, qui est psychologue, conseiller en ressources humaines agréé et professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Il est spécialiste de l'autodétermination, ce qui en fait la personne toute désignée aujourd'hui pour notre premier webinaire dans le cadre de notre nouvelle campagne « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, donc le CRIS-UQAM, qui nous offre le soutien technique aujourd'hui. Chaque année, le Mouvement Santé mentale Québec crée une campagne de promotion de la santé mentale sur un thème différent. Jusqu'en 2026, nos thèmes sont tirés d'une campagne parapluie qui s'appelle « 7 astuces pour se recharger ». Nous abordons chaque année donc l'une de ces astuces. De 2022 à 2023, notre campagne s'intitule « Choisir, c'est ouvrir une porte », tel que mentionné. Et dans le cadre de cette campagne-là, nous avons développé plusieurs outils, donc outils, webinaires, etc. Il y en aura peut-être d'autres aussi au fil de l'année. Donc, nous en arrivons donc à la présentation d'aujourd'hui, qui s'inscrit, comme vous l'aurez compris, dans la campagne « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Non, il ne répondra pas tout de suite. On va attendre à la période de questions-réponses vers la fin de la rencontre. Je pense que c'est bon. Alors, je laisse la parole à professeur Forêt. Bon webinaire. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être présent. Donc, il est présentement 12h03. Je vais vous présenter pendant les 47 prochaines minutes jusqu'à 12h50 ma présentation. Pour les 10 dernières minutes, on se gardera des questions. Comme Mme Grisé vous l'a dit, s'il y a des questions tout au long de la présentation, libre à vous de les mettre dans le chat, mais j'y répondrai à la fin. Donc, l'autodétermination, oui, c'est une bonne source de vitamines. Puis la motivation, eh bien, ça se travaille. Ce que je vous propose comme programme aujourd'hui, dans les 47 minutes que nous disposons, je vais tout d'abord vous parler un peu de ce que c'est la théorie de l'autodétermination, d'où ça sort, pourquoi c'est important. Moi, je suis spécialisé en psychologie du travail, mais ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle s'applique à la fois au travail, mais aussi dans la vie en général, dans différentes sphères de vie, en sociologie, en pratique parentale, en sexologie, peu importe la discipline. Il y a des évidences empiriques. Donc, je vais vous parler de la qualité des motivations en première partie. Ensuite, une petite partie, on va aborder une question qui est taboue, c'est le rapport que l'on entretient avec l'argent, que ce soit notre salaire ou l'argent en général. Je vais parler parce que ça peut être une source de bien-être ou de mal-être, l'argent. Et finalement, je vais vous quitter avec une intervention qu'on a scientifiquement testée avec un groupe expérimental et un groupe contrôle et qui s'est avérée efficace pour augmenter le bien-être. Donc, vous allez quitter la journée aujourd'hui avec un outil concret, pratique et gratuit qui, s'il est bien utilisé, peut augmenter le fonctionnement optimal. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première partie dans le cadre de la semaine là, sur la santé mentale en parlant de la qualité des motivations. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis comme le porte-parole de la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie qui existe depuis environ une 50aine d'années et qui est portée par plus de 500 personnes sur la planète. Donc, je vous parle aujourd'hui, mais imaginez-vous qu'il y a 500 personnes en arrière de moi qui font des recherches depuis 5 décennies. C'est ce que je vais essayer de vous vulgariser aujourd'hui. D'ailleurs, si on essaie de vulgariser 50 ans de recherche en une image, je vous présente le graphique suivant à l'écran. Donc, vous voyez plein de petites cases qui semblent être interreliées. Donc, ça peut sembler ténébreux et abscon, mais vous allez voir, d'ici 15-20 minutes, ce tableau-là va devenir super clair et vous allez comprendre comment la théorie de l'autodétermination peut être un vecteur de bien-être, de fonctionnement optimal, de performance et d'actualisation du potentiel. Quand je vous parle des qualités des motivations que l'on peut avoir envers le travail ou envers n'importe quelle sphère de vie, c'est la troisième colonne du graphique que vous voyez à l'écran. Vous voyez qu'il y a 4 grandes raisons que l'on peut invoquer pour faire n'importe quelle activité, que ce soit le travail ou autre chose. On va rapidement passer à travers chacune de ces 4 raisons-là. La première raison que l'on peut invoquer pour faire le travail ou n'importe quelle activité, c'est le plaisir, la motivation intrinsèque. Je vous donne l'exemple du célèbre inventeur Thomas Edison qui a déjà dit « Je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie, tout était amusement ». Il y a sûrement des tâches que vous faites dans votre travail ou dans votre vie quotidienne ou dans vos passe-temps que quand vous le faites, le temps passe rapidement.
Vous êtes absorbé dans le ici et maintenant. Ça, c'est le scénario idéal. Si votre travail ou vos activités en dehors du travail vous permettent de vivre des épisodes de flow, de la motivation intrinsèque, c'est un très fort prédicteur de bien-être et de santé mentale. Donc, il y a une récente méta-analyse sortie en 2021 qui montre que la motivation intrinsèque, c'est un des meilleurs prédicteurs du bien-être, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur prédicteur de performance ou de fonctionnement optimal. C'est là que le deuxième type de motivation est très important. Le deuxième type de motivation, on l'appelle en recherche la motivation identifiée. Lorsqu'on s'identifie à une cause, à une clientèle, à une raison sociale, à un mouvement, on va mettre des efforts même si ce n'est pas agréable. Donc, par exemple, si vous faites des dons de sang, si vous donnez de votre sang, ce n'est pas une tâche qui est agréable de se faire rentrer une aiguille dans le bras et donner du sang. Mais vous savez à quelque part dans votre fort intérieur que ça va contribuer au bien-être de quelqu'un. Lorsque vous faites des tâches ennuyantes ou répétitives au travail, par exemple, je ne sais pas moi, des réunions, des assemblées départementales, etc., peut-être que ces tâches-là sont ennuyantes, mais lorsque vous la connectez à un sens qui est plus large, vous allez volontairement mettre des efforts parce que ça correspond à vos valeurs personnelles. Donc, le sens, la motivation identifiée, c'est le meilleur prédicteur de la performance. Donc, en contexte de travail et par extension dans la vie en général, si on veut performance et bien-être, eh bien, il faut plaisir et sens. Je vous ai dit, il y avait 4 grands types de motivation. Les 2 premiers, c'est plaisir et sens. On va maintenant voir la 3e et la 4e. La 3e type de motivation, c'est tout ce qui est relatif à la réputation, l'orgueil, tout ce qui est l'ego, vouloir se prouver à soi-même que l'on est capable ou encore éviter de ressentir de la honte ou de la culpabilité. En recherche, on va l'appeler la motivation introjectée. La motivation introjectée, c'est tout ce qui est punition et récompense, mais entre vos 2 oreilles. C'est vous-même qui vous administrez la récompense, par exemple, de la fierté, ou encore qui vous administrez la punition, qui est la honte ou la culpabilité. Ce que les résultats des recherches montrent, c'est que la motivation introjectée, c'est comme appuyer sur l'accélérateur et sur la pédale de frein en même temps. Donc, le gaz et le break en même temps. Oui, ça peut augmenter la performance peut-être à court terme, mais ça vient avec un coût cognitif, émotionnel et physique qui est relativement élevé. Donc, c'est une motivation que l'on veut en des niveaux modérés, voire faibles. Donc, la motivation introjectée peut être à la fois approche ou évitement. La portion approche est moins corrosive que la portion évitement. Finalement, le 4e et dernier type de motivation, c'est tout ce qui est relatif aux récompenses, que celles-ci soient tangibles comme l'argent ou sociales comme la reconnaissance de ses collègues. Lorsqu'on recherche l'approbation sociale à tout prix, lorsqu'on veut éviter d'être désapprouvé par ses collègues, c'est des motivations extrinsèques parce que c'est extérieur à soi. Donc, on va souvent penser que la motivation extrinsèque, c'est juste l'argent, mais ce n'est pas le cas. Ça peut aussi être le regard approbateur ou désapprobateur des autres. Donc, la récompense, les motivations extrinsèques peuvent être sociale approche, social évitement ou matériel approche ou matériel évitement. Donc, en gros, c'est 4 sous-types, mais vous comprenez que c'est tout extérieur à soi. Les résultats de recherche vont démontrer que ce type de motivation-là est très faiblement relié à des conséquences positives, mais aussi relié à des conséquences négatives comme la fatigue, l'épuisement, les émotions négatives. Donc, si on veut stimuler la santé mentale complète, donc une plus grande présence de bien-être et une plus grande réduction de la détresse simultanément, il faut augmenter les motivations plaisir et sens et veiller à garder dans des niveaux modérés, voire réduire les motivations introjectées et extrinsèques. Finalement, on a l'absence de motivation qui est la démotivation. Lorsque les gens sont très démotivés, ils continuent à mettre des efforts, mais c'est comme si leur boussole intérieure ou leur compas intérieur était déréglé. Ils ne savent plus la direction à l'intérieur duquel s'inscrivent leurs efforts. Donc, la démotivation, c'est
c'est peut-être mettre un peu moins d'efforts, mais surtout mettre des efforts qui, on ne sait pas dans quelle direction ça nous met. Donc, les recherches vont montrer que plaisir et sens, c'est relié à une large constellation de conséquences positives, à la fois au niveau cognitif, émotionnel et au niveau physique. Donc, ça augmente la vitalité subjective, le niveau d'énergie qu'on a, ça augmente la concentration, le lien continu qu'on a entre les ressources que l'on possède puis les tâches et les défis que l'on a à faire. Donc, lorsqu'il y a un maillage, on vit des épisodes de flow, le temps passe rapidement. On met des efforts, on sait que c'est significatif. Ça va être aussi relié à la performance intra-rôle et extra-rôle, c'est-à-dire faire ses tâches, mais aussi, comme on dit en anglais, going the extra mile, faire des efforts supplémentaires pour aller au-delà des attentes. Pourquoi? Parce que c'est agréable et c'est important pour soi. Donc, en contexte de travail, en contexte sportif et dans la vie en général, les évidences empiriques qui semblent s'accumuler avec la théorie de l'autodétermination nous montrent qu'il y a globalement beaucoup de conséquences positives, santé mentale et autres, reliées aux motivations intrinsèques et identifiées. Le portrait devient un peu plus sombre et ennuagé lorsqu'il est question des motivations introjectées et extrinsèques. Donc, à tout prendre, si un être humain dans la vie, sa seule bouée de sauvetage, c'est les motivations ego et réputation, bien, grand bien lui en fasse parce qu'au moins, il y a des raisons de se lever le matin et de mettre des efforts. Mais en termes de qualité des raisons qui l'animent, on voit que le portrait des conséquences sont plus négatives ou mitigées. Ça va être lié à plus de burn-out, d'épuisement, de fatigue, de distraction. Ça va aussi être relié à une performance minimale. Donc, on fait le strict minimum pour éviter de se faire taper sur les doigts. Et non seulement ça, ça va être également relié à des comportements antisociaux ou encore à des comportements qui sont non adaptatifs. Par exemple, en termes de consommation de substances légales et illégales comme café, nicotine, alcool, médicaments, drogue ou autres, la recherche montre que plus vous avez des motivations extrinsèques et introjectées, plus vous allez augmenter la consommation de ces substances-là. C'est comme si l'être humain ne pouvait pas tolérer d'avoir une mauvaise qualité de raison et les substances vont l'aider à compenser pour faire face à ça. En termes de comportements antisociaux, des enquêtes dans le contexte du sport de compétition montrent que les gens qui veulent gagner à tout prix, que leur ego est menacé à tout temps, n'auront pas de vergogne à avoir recours à des substances illégales pour augmenter leur performance. En contexte de travail, les gens vont mentir, tricher pour accéder à des récompenses. Donc, ayez en tête que le portrait des conséquences sont plus positives ou c'est comme mi-figue, mi-raisin pour les motivations introjectées et extrinsèques. Donc, ce qu'on veut en contexte de travail et qui est une sphère de vie où on passe le 2/3 de notre vie éveillée, et dans la vie en général, c'est d'augmenter plaisir et sens, puis de diminuer ego et récompense. Pourquoi? Plaisir, c'est le meilleur prédicteur de la santé mentale. Le sens, c'est le meilleur prédicteur de la performance. Et performance dans le bon sens du mot, là, pas dans le sens presser le citron à tout prix, mais dans le sens de faire l'ensemble de ces tâches, répondre adéquatement aux différents rôles de notre existence humaine et parfois aller au-delà des attentes parce qu'on sait que c'est important. À l'opposé, l'orgueil et les récompenses, c'est comme d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Le portrait des conséquences est plus mitigé et c'est plus souvent relié, parfois fortement ou faiblement, à des conséquences négatives. Là où c'est intéressant, c'est que la théorie de l'autodétermination se veut universelle, en ce sens que peu importe la sphère de vie, peu importe l'emploi que vous occupez, le stade de carrière, votre genre, votre âge, les résultats vont aller dans le même sens. J'en veux pour preuve le fait que notre échelle de mesure des motivations au travail, on a maintenant soit des données où les items en anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais, grec, allemand, italien, polonais, norvégien, suédois, finlandais, hongrois, russe, turc, estonien, tchèque, arabe, perse, indonésien, vietnamien, chinois, thaï, catalan, lituanien, hébreu, puis récemment, on a les données en japonais. Donc, dans ces 27 langues-là différentes, peu importe si vous êtes col bleu, col blanc, très éduqué ou moins, en début de carrière, en milieu ou fin de carrière,
plus vous avez des motivations, plaisir et sens, plus ça va générer bien-être et performance de manière générale, et plus vous allez avoir des motivations introjectées et extrinsèques élevées. Et ce, d'autant plus que vous allez avoir plaisir et sens de manière faible, bien, vous allez avoir plus de conséquences négatives. Donc, retenez que c'est inné et universel. Et si on agrège les données, bien, il y a très peu de variations au niveau, par exemple, de la génération auquel on appartient, le type d'emploi que l'on occupe. Donc, c'est des principes qui se veulent universels. Il y a parfois des petites différences échantillonnales ou des variables confondantes qui viennent expliquer une variation dans les niveaux de présence des différents types de motivation. Mais globalement, retenez que ces principes-là sont universels. Donc, qu'est-ce qu'on fait selon la théorie de l'autodétermination pour augmenter plaisir et sens et diminuer orgueil et récompense? C'est là qu'on va se concentrer sur la satisfaction et la non-frustration de 3 vitamines psychologiques, de 3 besoins psychologiques qui se veulent innés et universels. Donc, innés, on les a de la naissance à la mort. Il n'y a pas de moment dans notre vie où ce n'est pas important. Et universel, peu importe où on est sur la planète, notre culture d'origine, le pays où l'on habite, où on a immigré ou whatever, plus ces besoins-là sont satisfaits, plus on va constater de l'émancipation, de l'actualisation, du fonctionnement optimal, et plus ces besoins-là seront frustrés, plus on va constater de détresse, de déshumanisation et de mal-être de manière générale. Donc, l'être humain, on est très complexe. On a plus que 3 besoins psychologiques à satisfaire, mais les 3 besoins qui sont les plus importants sont ces 3-là. Donc, vous avez les besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. Donc, le besoin d'autonomie, c'est le besoin de se sentir libre d'initier et de réguler ses propres actions. C'est une perception de choix. Donc, le Mouvement Santé mentale Québec, leur motto cette année, leur phrase ou leur mot-clé, c'est choisir. Mais choisir, c'est de l'autodétermination. C'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites et c'est d'agir en conformité avec ses valeurs. Donc, l'autonomie, ce n'est pas de l'indépendance ou du laisser-faire, c'est plus de l'autodétermination, de l'authenticité et une perception de choix. Le deuxième besoin, le besoin de compétence, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « j'ai assez hâte d'aller vivre des échecs aujourd'hui ». L'être humain, on est orienté vers le succès. On veut se fixer des objectifs et les atteindre et surmonter les défis que la vie met sur notre chemin. Donc, le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. Et finalement, le troisième et dernier besoin que je vous présente, c'est le besoin d'affiliation sociale. On peut l'appeler le besoin d'amour, d'appartenance, de connexion, de famille, d'amitié. C'est le sentiment qu'on peut avoir des relations mutuellement satisfaisantes au travail et dans différentes sphères de vie. Donc, sentir qu'on peut compter sur les autres, que les autres peuvent compter sur soi. Donc, ça, c'est dans le versant positif. La recherche montre que plus vos besoins psychologiques sont satisfaits, plus c'est un antécédent des motivations plaisir et sens, ce qui nous amène ensuite à vivre bien-être et fonctionnement optimal. À l'opposé, lorsque notre cerveau ne peut pas avoir de vitamines ou de fruits puis de légumes, on se rabat sur la malbouffe. La malbouffe, les motifs compensatoires en milieu de travail, eh bien, c'est l'orgueil et les récompenses. Lorsqu'on ne peut pas être soi-même, lorsqu'on a l'impression qu'on doit devenir quelqu'un d'autre ou que l'on porte un masque pour évoluer, ben ça, c'est lorsque le besoin d'autodétermination est frustré. Le besoin de compétence va être frustré non seulement quand on ne parvient pas au résultat souhaité, mais que l'on on est incapable d'activer son force. Je m'excuse, il y a des gens dont le micro est ouvert. Si c'est possible de fermer les micros. Donc, le besoin de compétence, lorsqu'il est frustré, c'est lorsqu'on est incapable de parvenir à l'atteinte de ses objectifs. Et finalement, le besoin d'affiliation sociale, lorsqu'il est frustré, c'est non seulement on ne se sent pas connecté, mais on se sent mis à l'écart. On est activement repoussé. Donc, les besoins, lorsqu'ils sont frustrés, ça active les motifs compensatoires d'orgueil et de récompense, ce qui amène des conséquences négatives. Une première ressource que j'ai le goût de partager avec vous, je vais vous la rendre disponible dans le chat. C'est un document tout simple que l'on a développé et qui permet
de travailler sur la satisfaction et la non-frustration des 3 besoins. Ce que vous allez avoir dans ce document-là que je viens de vous partager, c'est comment on mesure les 3 besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Puis on vous invite à réfléchir sur c'est quoi dans ma vie, au travail ou dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui permet d'augmenter la satisfaction et qu'est-ce qui permet de diminuer la frustration des 3 besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Vous allez voir dans le document que l'on vous suggère un 4e besoin qui est le besoin de bienveillance, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir faire le bien autour de soi. C'est une 4e piste. On appelle cet élément-là non pas un besoin psychologique parce qu'il ne respecte pas tous les besoins, les critères de besoins psychologiques, mais on l'appelle un activateur de bien-être. Donc, dans le cadre de cette semaine de la santé mentale, je trouve que c'est bien avisé d'avoir cet activateur de santé mentale-là. Donc, plus nos besoins sont satisfaits, plus on récolte de conséquences positives, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, et plus les besoins sont frustrés, plus on récolte de conséquences négatives ou mitigées. Donc, ce qu'on veut, c'est de satisfaire les 3 besoins, en plus de l'activateur du bien-être qui est la bienveillance, et de diminuer la frustration des 3 besoins et de l'activateur du bien-être qui est la bienveillance. Donc, ce sont ces items-là que vous allez avoir dans le document que je vous ai acheminé, que vous pouvez télécharger dans le chat. Donc, c'est la première. Jacques, on n'a pas dans le chat votre document. Je l'ai envoyé. Mais non, on est plusieurs à dire qu'on ne le voit pas. Ou Okay. sinon, on le fera à la fin. Oui, ça dit « It was sent successfully ». Peut-être les gens du CRISE à aider les gens dans le chat. Nous, on ne le voit pas, en tout cas, dans notre chat. OK. Au pire, Jacques, je l'enverrai après aux participants, là, si jamais ça fonctionne. Oui, c'est ça. Les 2 fois que je l'ai envoyé, ça dit que c'est successful, mais peut-être parce qu'on est 230, il y a peut-être des petits problèmes. Excellent. Donc, lorsque les besoins sont satisfaits et non frustrés, vous allez récolter bien-être et performance. Donc là, vous vous retrouvez avec les slides que je vous disais qu'on a résumé 50 ans de recherche en une image. Vous avez la séquence qui est énergisante en haut et la séquence qui est épuisante en bas. Donc, ce que vous voulez faire dans votre vie au travail et votre vie personnelle, c'est d'augmenter ce qui est en haut et de diminuer ce qui est en bas. Donc, ça, c'est un des legs de la théorie de l'autodétermination, c'est que ça permet de dire quels sont les environnements sociaux ou les milieux de vie où l'être humain va s'émanciper, s'actualiser, fonctionner de manière optimale, où est-ce qu'il va se sentir déshumanisé, où est-ce qu'il va sentir de l'anomie, de l'apathie et du fonctionnement sous-optimal. Tout ça, ça oriente vos actions. Donc, les 3 besoins, c'est une bonne boussole parce que plus ils sont satisfaits et moins ils sont frustrés, plus vous allez récolter bien-être, performance et des conséquences positives. Puis tout ça, eh bien, ça se mesure. On a un instrument de recherche qui est diffusé par l'Institut de recherche psychologique. Donc, c'est un document de consultation là, qui est payant. On est capable de mesurer les différents profils motivationnels des gens. Donc, je vous en donne 3 exemples. Le premier exemple, c'est ce que vous avez à l'écran. Vous voyez que la personne a des niveaux de motivation intrinsèque faibles, de motivation identifiée moyen, de motivation introjectée faible et de motivation extrinsèque faible. Donc, ce profil motivationnel-là, au moins, il y a une bouée à laquelle on s'accroche qui est la motivation identifiée, mais ce n'est pas un profil motivationnel qui est très énergique ou sain. Un deuxième exemple pourrait être le suivant. Là, vous voyez que c'est différent. La motivation intrinsèque est élevée. La motivation identifiée est très élevée. Donc, cette personne-là risque de vivre dans sa vie au travail plus de bien-être et de performance. Motivation introjectée moyen, extrinsèque faible et la démotivation est élevée. Peut-être c'est le temps de prendre des vacances, il y a peut-être une fatigue accumulée. Donc, lorsqu'on mesure nos différents types de motivation, puis on compare ça à un échantillon de plusieurs milliers de personnes, on est en mesure de savoir si on est très élevé, moyen, faible ou très faible. Donc, retenez que ce n'est pas une vue de l'esprit, ça n'existe juste pas dans la tête. Il y a des instruments psychométriques qui existent. Un troisième et dernier exemple de profil motivationnel pourrait être le suivant. Là, vous voyez, tous les indicateurs sont à gauche. Donc, ça, c'est peut-être un indicateur de fatigue extrême, de burn-out, d'épuisement. Il faut que des voyants rouges, des témoins lumineux rouges s'allument sur notre tableau de bord. Donc, c'est un profil motivationnel qui est moins sain. Donc, retenez que tout ça, ça se mesure, c'est basé sur de la recherche.
À 12h26, on arrive à la deuxième partie de 3 de mon entretien où je vais vous parler du rapport que l'on entretient avec l'argent. L'argent, c'est souvent un élément qui est tabou, que ce soit dans le travail ou dans la société en général. On aborde très rarement les questions de l'argent. C'est comme si c'était quelque chose qui ne sentait pas bon, qu'on ne voulait pas aller voir là. C'est quelque chose qu'on aborde peu. Puis une des critiques qui est souvent adressée à la théorie de l'autodétermination, c'est un peu de dire, c'est comme si la théorie de l'autodétermination était comme anticapitaliste ou encore qui était contre l'argent sous toutes ses formes. Or, ce n'est clairement pas le cas. La théorie de l'autodétermination indique que si un élément satisfait les besoins et ne les frustre pas, bien, ça peut contribuer au bien-être. Si on attaque de plein fouet, de manière frontale, l'argent en contexte de travail, il y a une question fort intéressante qui est posée depuis 1955 et qui va comme suit. C'est la question loterie. La question loterie pose la question, si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? Cette question-là est posée depuis 1955. Elle a été posée dans plus d'une dizaine de pays. Et à cette question-là, c'est 76,3 % des gens qui continueraient à travailler, même si c'était financièrement pas nécessaire pour eux de le faire pour vivre. Donc, l'argent, c'est une des raisons possibles pour travailler et ça semble être une raison que si on l'enlève, ça ne semble pas être la plus importante. Donc, il y a beaucoup de gens qui continueraient à travailler même si l'argent n'était plus une raison. Donc, retenez que si on enlève l'argent, bien, il reste encore la réputation, il reste le sens et il reste le plaisir. L'argent, c'est juste une des 4 catégories de raisons qui peut nous inciter à travailler ou à faire d'autres activités. Une des critiques qui est adressée à la théorie de l'autodétermination, c'est de dire est-ce que la motivation extrinsèque, c'est mal? Donc, au lieu de poser la question « Est-ce que vous voulez faire de l'argent? » on a réalisé une enquête où on a posé aux gens la question « Pourquoi vous voulez faire de l'argent? » Là, vous allez voir, les résultats deviennent plus précis. Il y a 10 raisons principales que l'on peut invoquer pour vouloir faire de l'argent. Je vous les présente rapidement, puis ensuite, je vais vous présenter leurs conséquences. La première catégorie de raisons qui peut nous pousser à vouloir faire de l'argent, c'est de dépenser de manière impulsive, sans réfléchir. Donc, vouloir s'acheter des vêtements rapidement, une bouteille de vin qui nous plaît. Donc, de pouvoir dépenser sans nécessairement réfléchir, l'impulsivité, ça peut être une des catégories de raisons qui nous poussent à vouloir faire de l'argent. Une deuxième catégorie de raisons, c'est d'utiliser l'argent pour surmonter ses doutes personnels. Parfois, les gens ont des déficits d'ego ou de réputation, puis l'argent, ça peut être un des éléments auxquels on s'accroche pour revaloriser son estime de soi. Donc, surmonter ses doutes personnels, c'est une autre raison que l'on peut invoquer. Une troisième raison pourrait être la comparaison sociale, donc d'utiliser l'argent pour se comparer avantageusement ou encore pour savoir où on se situe dans l'échelle sociale. Ça peut être une des raisons qui nous pousse à vouloir faire de l'argent. Une autre raison que l'on peut invoquer, c'est la sécurité, pouvoir mettre de l'argent de côté, payer sa maison. Si on a un problème à la maison, comme par exemple, je ne sais pas moi, changer son chauffe-eau, faire face à une dépense imprévue de quelques centaines de dollars, ça peut être une des raisons qui nous pousse à vouloir faire de l'argent. Une autre catégorie de raisons qui peut nous pousser à vouloir faire de l'argent, ce sont les loisirs. Le vélo, le ski de fond, la photographie, la peinture. Donc, on peut vouloir faire de l'argent au travail ou dans différentes instances sociales pour ensuite la dépenser dans des activités qui nous plaisent. Donc, ça, c'est une autre des catégories de raisons, un des motifs que l'on peut invoquer pour vouloir faire de l'argent. Ensuite, on peut vouloir faire de l'argent pour la donner aux autres, que ce soit prendre soin des gens qui nous sont chers, que ce soit notre famille, de donner à des œuvres de charité, d'avoir soi-même une œuvre que l'on porte, mais on peut vouloir faire de l'argent pour ensuite la redistribuer pour faire le bien, faire de la bienveillance, de la bienfaisance. Ensuite, on peut vouloir faire de l'argent pour la liberté, se libérer des chaînes de notre passé, avoir une certaine marge de manœuvre, anticiper l'avenir avec différentes options. Eh bien, ça peut être une raison qui nous pousse à vouloir faire de l'argent ou en tout cas qui nous anime à en avoir un peu plus. On poursuit.
Une autre raison qui peut nous pousser à vouloir faire de l'argent, c'est l'équité et la justice. Vouloir faire un salaire qui est juste, compétitif et qui nous amène une certaine justice au niveau distributif et procédural. Donc, que ce soit en équité interne ou externe, est-ce que les rétributions que je reçois sont à la hauteur ou dépassent les contributions que je fais à la société? Ensuite, on a la fierté. Est-ce que le salaire que l'on reçoit, est-ce que l'argent que l'on fait par différentes sources peut être un indicateur de « ça va bien dans ma vie, j'ai atteint un certain niveau de vie ou un certain stade de carrière qui me plaît, qui me sied bien ». Et finalement, la 10e et dernière catégorie de raisons qui peut nous pousser à vouloir faire de l'argent, c'est la famille, que celle-ci soit biologique ou choisie, de prendre soin d'autres personnes autour de soi. Donc, vous voyez, l'argent, ce n'est pas neutre. Pour vouloir en faire, on peut invoquer au-delà de 10 motifs différents pour vouloir en faire. Donc, il ne faut pas croire les économistes qui nous disent que l'argent, c'est juste un bien d'échange. Moi, comme psychologue, je vous dis que l'argent a différentes significations. Certaines sont positives, certaines sont négatives. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est affairé à faire dans un article qu'on a publié en 2016 et qui montre que les motifs de sécurité et de famille, donc qu'on a appelé sécurité, ont relativement peu d'impact sur les variables qu'on a mesurées. Donc, la sécurité puis la famille, ça prend soin de notre enveloppe corporelle, mais ça ne fait pas grand-chose de plus. Là où ça devient intéressant, c'est que l'argent, si ça signifie la charité, l'équité, la liberté, les loisirs ou la fierté, ça va augmenter la satisfaction des besoins psychologiques dont je vous parlais, d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale, ce qui, en retour, augmentait le bien-être psychologique. Donc, si on veut que l'argent soit un vecteur de bien-être psychologique, de santé mentale, il faut vouloir la faire pour les bonnes raisons. Les motifs d'impulsivité, de comparaison sociale et pour surmonter ces doutes personnels, quant à eux, augmentaient la frustration des besoins psychologiques, ce qui, en retour, augmentait le mal-être psychologique. Et non seulement ça, les motifs non autodéterminés diminuaient la satisfaction. Donc, non seulement les motifs non autodéterminés augmentent la frustration, mais diminuent la satisfaction des besoins psychologiques. Donc, l'argent, ce n'est pas neutre. On peut avoir un rapport sain ou malsain à celui-ci. Et d'ailleurs, on a testé une intervention, toujours avec un groupe expérimental et un groupe contrôle, qui s'est avérée efficace pour diminuer l'augmentation naturelle des motifs malsains. Je vous explique un peu comment on s'y est pris dans cette intervention-là. On a tout d'abord fait prendre connaissance aux gens des différentes significations de l'argent qui peuvent être mesurées par un questionnaire tout simple. Donc, vous répondez aux questions avec une échelle de 1 à 10. Vous faites les différents calculs, ce qui vous donne un score. Score que vous reportez ensuite sur une distribution normale et vous allez savoir si vous êtes élevé, moyen ou faible sur les différents types de motifs à vouloir faire de l'argent. Donc, je tente à nouveau de vous envoyer dans le chat ce questionnaire-là. Donc, c'est la deuxième ressource de 3. Si vous ne l'avez pas dans le chat, ce n'est pas grave, on va vous l'envoyer par après avec la liste des inscriptions. Vous allez recevoir ce document-là que vous pouvez imprimer et passer, ce qui va vous faire connaître votre propre rapport à l'argent, ce qui était la première étape de l'intervention. L'intervention, ce qu'elle a pu démontrer, elle n'a pas eu d'effet sur les motifs intégrés de vouloir faire de l'argent, mais elle a freiné l'augmentation naturelle des motifs non intégrés. Donc, elle semble avoir eu un certain effet pour mobiliser, pour changer le rapport à l'argent des gens. Donc, l'argent, retenez, ce n'est pas tabou. Parlez-en d'argent. N'hésitez pas à faire preuve de transparence salariale, de demander combien les gens sont payés, pour quelles raisons, c'est quoi les motifs. Il y a de plus en plus d'organisations et de systèmes sociaux qui rendent publics les salaires avec les critères qui permettent de déterminer ces salaires-là. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que plus on en parle, moins ça devient tabou et plus on peut avoir un rapport sain à celui-ci. Donc, ça, c'était l'intervention relative à l'argent.
Il est présentement 12h36. Il nous reste environ 14 minutes avant que je réponde à vos questions, commentaires et suggestions. Et je vous laisse avec une intervention que l'on a testée avec un groupe expérimental et un groupe contrôle qui s'est avéré efficace pour augmenter le bien-être au travail. Mais avant qu'on démontre qu'on pouvait augmenter le bien-être au travail, ça c'est un article qu'on a publié en 2012, il y avait un article qui avait été publié en 2004 dans American Psychologist qui montre que le fait de connaître ses forces et de les utiliser souvent, longtemps et intensément, ça augmente le bien-être dans la vie en général. Donc, si vous voulez augmenter le bien-être dans votre vie en général et au travail, un des vecteurs qui s'est avéré efficace, c'est de connaître et d'utiliser ses forces souvent, longtemps et intensément. Puis, je vais vous donner accès à un questionnaire gratuit qui est disponible sur Internet. L'adresse pour passer le questionnaire gratuit, vous l'avez à l'écran présentement, c'est le www.viacharacter.org. Donc, VIA, c'est pour le questionnaire Values in Action. C'est le nom du questionnaire gratuit que je vous propose. Character, ça veut dire personnalité ou caractère. Donc, viacharacter.org. L'adresse .org veut dire que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, ce questionnaire-là, il est gratuit. Il sera toujours gratuit parce que c'est un organisme à but non lucratif qui le porte. Qu'est-ce que vous allez trouver sur ce questionnaire-là qui est disponible gratuitement? Il va permettre de mesurer vos forces personnelles de la plus présente à la moins présente. Donc, les forces, c'est un peu l'antithèse de nos faiblesses. Les faiblesses, c'est comme le côté négatif de la batterie, c'est ce qui est drainant, fatigant, épuisant. Par exemple, moi, je suis impatient, intolérant et un peu brouillon. C'est des faiblesses que je n'ai, je me les reconnais, je suis de même depuis à peu près toujours. Je mets des efforts colossaux pour changer. Mais le plus que l'on peut s'attendre de travailler sur ces faiblesses, c'est de devenir moins pas bon. On ne sera jamais plus meilleur, on va juste être moins pas bonne et moins pas bon en contexte de travail ou dans la vie en général si on travaille sur ces faiblesses. Le plus grand potentiel de développement se situe du côté positif, soit de nos forces. La définition scientifique d'une force, c'est quelque chose de naturel, authentique et énergisant qui augmente le fonctionnement optimal. Pour bien comprendre la différence entre une force et une faiblesse, je vais avoir recours à votre imagination. Puis je vais vous demander de vous imaginer dans votre tête à quoi ça ressemble un bon lutteur sumo. La lutte sumo, le but de la tâche, c'est dans un ring en rond, vous devez pousser votre adversaire à l'extérieur. Donc, sûrement que dans votre tête, vous est venue l'image de quelqu'un qui est grand, gros, fort, costaud, agressif. Donc, quelqu'un qui est naturellement costaud, grand, gros, fort, stable, on l'enverrait vers la lutte sumo. Naturellement, ses talents naturels feraient émerger la performance. À l'opposé, si on se demande c'est quoi les défauts et les faiblesses du lutteur sumo pour en faire une élégante ballerine, eh bien, sûrement toutes ces forces-là vont devenir des défauts. Donc, pour bien comprendre l'analogie entre force et faiblesse, regardez l'image que je vous projette. Vous voyez à la gauche un lutteur sumo qui est grand, gros, fort et agressif. Naturellement, on pousse vers cette personne-là vers la lutte sumo, il va exceller. Mais si on lui met un tutu, eh bien, il ne sera pas super élégant, il ne deviendra jamais une élégante ballerine. Donc, j'utilise cette image-là comique pour vous faire prendre conscience que c'est exactement ce qu'on fait à l'école, au travail, dans différentes sphères de vie ou systèmes sociaux. On concentre l'attention des gens pour diminuer leur faiblesse en s'imaginant que ça va mener à la performance. Donc, retenez que le plus grand potentiel de développement des forces, de l'être humain se situe du côté des forces et que c'est important de se soucier de ses faiblesses si ça nuit à la performance. Donc, une autre des ressources que l'on va vous rendre disponible, c'est le livre le livre suivant. C'est un livre qui répertorie les 24 forces qui sont mesurées par le questionnaire Values in Action que je vous ai proposé. Il est 12h41, il nous reste 9 minutes. Je vais rapidement vous montrer le questionnaire. Le questionnaire mesure 24 forces
qui se regroupent en 6 grandes catégories que l'on appelle des vertus. Donc, dans le livre, vous allez avoir une description en détail de chacune des 6 vertus et des 24 forces qui est mesurée par le questionnaire Values in Action. La première vertu de 6, c'est celle de sagesse et connaissance, ou sagesse et intelligence, sagesse et savoir, où vous avez les forces de créativité, pensez à 1001 façons de faire les choses, de curiosité, poser des questions pour bien comprendre différentes réalités, le discernement ou le jugement, traiter un large volume d'informations pour ensuite se positionner avec confiance. Et ensuite, on a l'amour de l'étude et de l'apprentissage, c'est d'aimer apprendre peu importe les circonstances. Et finalement, la perspective, être capable de prendre du recul puis de voir les différents niveaux d'une situation. Donc, ça, c'est la première vertu de 6 avec les 5 premières forces de 24. La deuxième vertu est celle de courage, à l'intérieur duquel on a 4 forces qui nécessitent toutes de l'énergie et du passage à l'acte. Donc, on a le courage et la vaillance d'agir malgré les difficultés, les défis, les menaces ou la douleur. L'assiduité, l'application et la persévérance, donc de commencer et de finir ce que l'on entreprend, donc d'aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, on a l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, agir de manière sincère, vraie et authentique, peu importe les circonstances. Et finalement, la vitalité, d'agir avec énergie. La vie est une passion, une aventure sans réserve. Donc, la vitalité ou la joie de vivre, c'est la 4e force de 4 dans la 2e vertu de 6, qui est le courage. La 3e vertu de 6, qui est mesurée par le questionnaire Values in Action, c'est celle d'humanité et d'amour, à l'intérieur duquel on a les forces de capacité d'aimer et d'être aimé, prendre soin des autres et naturellement faire prendre soin de soi, donc un amour ou une amitié qui est bidirectionnelle. La gentillesse et la générosité, donc prendre soin des autres et faire de bonnes actions, même auprès d'inconnus. Et finalement, l'intelligence sociale, avoir un 6e sens qui nous permet de comprendre les autres. Ça, c'est les 3 forces à l'intérieur de la 3e vertu de 6, qui est humanité et amour. La 4e vertu de 6 est celle de justice. Dans justice, ce sont toujours des forces interpersonnelles, mais cette fois-ci avec une sphère d'influence qui est élargie. Donc, la première, c'est la citoyenneté, le travail d'équipe et la fidélité. C'est d'être un bon team player, d'être un bon équipier, vouloir que l'équipe ait du succès au-delà de l'accumulation des succès individuels. Ensuite, on a l'impartialité, l'équité et la justice, c'est d'agir et de traiter les gens équitablement en donnant à chacun sa chance. Donc, c'est de faire connaître les règles et les faire respecter pour que le système social aille bien. Et ensuite, on a le leadership ou la capacité à agir. C'est la capacité d'influence subtile, c'est-à-dire la capacité de fédérer les efforts d'un groupe pour qu'ils poussent tous dans la même direction. L'avant-dernière vertu est celle de modération ou de tempérance, à l'intérieur duquel on a les 4 forces suivantes. Le pardon, donc d'être tolérant, de pardonner, d'avoir une belle acceptation inconditionnelle des autres. La modestie et l'humilité, mettre les autres sur nos épaules, laisser les autres briller, laisser nos actes parler d'eux-mêmes. La précaution, la prudence et la discrétion, donc de longuement réfléchir afin d'éviter d'avoir à regretter certaines décisions. Et la maîtrise de soi et l'autorégulation, ce qui peut s'apparenter à la conscience ou à la méticulosité. Finalement, la 6e et dernière vertu, qui nous regroupe les 5 dernières forces, les forces 20 à 24, c'est la vertu de transcendance. On quitte l'interpersonnel, le rationnel ou le social, on s'en va dans le feeling, le ressenti. Donc, vous avez la reconnaissance de la beauté et de l'excellence, c'est d'apprécier la beauté, quelle qu'elle soit, chez les gens, dans les arts, dans les chiffres, dans la science. Donc, c'est de transcender le beau. Ensuite, la gratitude, c'est d'exprimer sa reconnaissance, de créer des petits moments de célébration pour maintenir l'élan dans la vie. Ensuite, la force 22, c'est l'espoir, l'optimisme et l'anticipation du futur, s'attendre au meilleur de nous-mêmes et des autres, maintenant et plus tard. Et finalement, les 2 dernières forces, on a humour et enjouement, donc c'est d'aimer rire et taquiner, voir le bon côté des choses, et la spiritualité, religiosité, c'est-à-dire d'avoir une croyance forte et cohérente sur une intelligence créatrice universelle qui régit tout ce qui fonctionne dans l'univers. Donc, quand vous passez le questionnaire Values in Action à l'adresse www.viacharacter.org
Ce que ça fait juste classer vos forces de la plus présente à la moins présente. Concentrez votre attention sur les 5 premières. Les 5 premières, c'est vous à votre meilleur. Ce sont les forces signatures qui représentent le meilleur de vous-même. Donc, ce que notre intervention a pu montrer, c'est que le fait de connaître ces forces et de les utiliser souvent, longtemps et intensément, ça augmente la qualité de vos motivations au travail, ce qui en retour augmente le bien-être hédonique, le bien-être passager, transitoire, et le bien-être eudémonique, le bien-être de signification, de donner un sens à son existence. Vous allez avoir plus d'énergie et plus d'épisodes de flow. Donc, ça, c'est dans un article qu'on a publié en 2012 avec groupe expérimental et groupe contrôle. Un peu plus tard, après avoir montré que c'est relié au bien-être, on a démontré que c'était relié à la performance. Donc, plus on connaît ses forces et on les utilise souvent, longtemps et intensément, plus ça augmente les qualités de vos motivations, le niveau d'énergie et les concentrations, ce qui, en retour, amène l'efficacité, l'adaptivité, donc s'adapter à des situations qui changent, et la proactivité, c'est-à-dire anticiper les différents éléments qui peuvent se produire dans le contexte de travail. Donc, je vous rappelle l'adresse où vous pouvez passer le questionnaire gratuit de mesure de vos forces, c'est www.viacharacter.org. Le questionnaire est disponible en 41 langues. Il a maintenant été validé avec plus de 15 millions de répondants. Donc, le questionnaire, d'un point de vue psychométrique, il est très robuste. Il est disponible dans une multiplicité de langues, donc vous pouvez le passer dans la langue de votre choix. S'il y en a qui interagissent avec une clientèle d'adolescents, ou si vous avez des adolescents à la maison, sachez qu'il y a une version jeunesse du questionnaire. C'est la même adresse d'entrée, www.viacharacter.org, mais il faut choisir le questionnaire Youth, Youth pour jeunesse en anglais. Donc, étonnez-vous pas si la page d'accueil est en anglais, ce n'est pas un problème, là, vous vous inscrivez, mais ensuite, vous pouvez choisir la langue de votre choix, dont le français. Donc, à 2 minutes de la fin, avant que je réponde à vos questions, commentaires, suggestions, réactions, en guise de conclusion, j'aimerais que vous reteniez que pour stimuler la santé mentale, il faut se concentrer dans nos différentes sphères de vie à plus satisfaire et moins frustrer nos besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. C'est le chemin inné et universel selon la théorie de l'autodétermination, pour augmenter bien-être et performance. À chaque année, l'ONU sort son rapport mondial sur le bonheur, ce qu'on appelle le World Happiness Report. Cette année marquait le 10e anniversaire de ce rapport mondial du bonheur-là. Puis, il y a quelques années, pour mesurer le bonheur, dans 164 pays, ce qu'on a mesuré, c'est la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation. Donc, ces 3 besoins-là, il faut simultanément plus satisfaire et moins les frustrer. L'erreur que je vois souvent à la fois individuellement et organisationnellement, c'est de soit juste diminuer la frustration ou juste augmenter la satisfaction. Il faut faire les deux en même temps. Il faut diminuer ce qui va mal et augmenter ce qui va bien. C'est là qu'on peut s'attendre à avoir un bien-être optimal et avoir une santé psychologique qui est complète. Donc, concentrez votre attention à la fois individuellement et collectivement sur ces 3 besoins-là. Vous augmentez dramatiquement les probabilités que vous éprouviez plus de bien-être et moins de mal-être. Donc, je vous ai transmis par le chat et le CRIS vous a à nouveau retransmis dans le chat 3 différentes ressources. Donc, l'outil pour mesurer la satisfaction et la frustration de vos 3 besoins. Vous avez également le questionnaire qui mesure la qualité de la teneur de votre rapport à l'argent. Et la 3e et dernière ressource, c'est le questionnaire Values in Action qui vient avec le livre gratuit en format PDF qui vous explique chacune des 24 forces du questionnaire Values in Action. Vous êtes présentement 232 en ligne. Si vous êtes sur le réseau social LinkedIn, je vous invite à m'inviter. C'est sur le réseau LinkedIn que je rends disponibles les ressources gratuites ou mes formations grand public. Donc, si vous y êtes, vous pouvez satisfaire vos besoins d'affiliation sociale en m'invitant sur la plateforme LinkedIn. Il est présentement 12h51. Par respect de temps,
Je vais maintenant transiter vers les questions, commentaires et suggestions qu'il peut y avoir dans le chat. Donc, je l'ouvre ici. On nous demande premièrement, est-ce que les outils documents seront envoyés par courriel? Oui, vous pouvez demander à Mme Claudine Grisé ou encore au Mouvement Santé Mentale Québec de vous les envoyer. Vous allez pouvoir les avoir. Je sais qu'il y en a qui sont indiqués comment dans le chat y accéder. C'est peut-être parce qu'on est 232 que ça rend ça plus difficile, mais vous pouvez y avoir accès. Donc, j'aimerais pouvoir… OK, on me demande, je lis les questions ici, quelle tranche d'âge pour la catégorie Youth pour le questionnaire Values in Action? C'est 12-18 ans. Donc, le questionnaire jeunesse est disponible pour 12-18 ans. Il y en a qui mentionnent, je viens de comprendre pourquoi je n'aimais pas mon ancien emploi. Tant mieux, j'espère que vous avez changé pour un meilleur. Bougez pas. Si vous avez des questions, là, c'est le moment de les envoyer par le chat. Donc, tranquillement, je scroll à travers les différents éléments. Deux nouveaux messages. Le courriel de Mme Grisé, je ne l'ai pas. Elle est disponible présentement là, dans les participants. Je vais vous envoyer tantôt à tout le monde, nos participants, un sondage d'appréciation et je vais vous mettre les 3 documents que Jacques a mis en annexe. Donc, vous allez tous tout recevoir ça. Excellent. Donc là, vous allez pouvoir avoir accès à ces 3 ressources-là. Où lire sur la théorie de l'autodétermination? Je vous mets le site web dans le chat, c'est www.selfdeterminationtheory.org. Donc, c'est un site web gratuit qui reprend tous les éléments de la théorie. Donc, là-dessus, vous allez avoir plus de ressources scientifiques, je dirais, que grand public. Et je vous annonce en avant-première là, que je sors un livre à l'automne avec des collègues belges. Ça va s'appeler « Motivant et motivé ». Donc, motivant et motivé, point, avec la théorie de l'autodétermination. Donc, prenez ce titre-là en note. Le livre va sortir à l'automne. Donc, motivé et motivant avec la théorie de l'autodétermination. Ce sera le titre de notre livre. Ça va être publié chez Édito. Donc, ça va être pour une sortie à l'automne. Donc, si vous m'invitez sur LinkedIn, c'est là que je vais le partager. Donc, où lire sur la théorie, je ne peux pas m'empêcher de vous suggérer le livre qu'on a écrit et qui va être disponible à l'automne. Sinon, le site web selfdeterminationtheory.org. En contexte de travail, le meilleur livre que j'aurais à vous suggérer, c'est « Why Motivating People Doesn't Work ». En français, le titre est « Pourquoi motiver est-il si compliqué ». C'est un livre qui a été écrit par Susan Fowler. Donc, je vous le mets là, dans le chat. C'est « Pourquoi motiver est-il si compliqué ». Parfait. Sinon, un autre livre qui est très bon, c'est « Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ». Ça a l'air un titre assez basic, là, mais ce livre-là a été traduit en français de l'anglais. Il est aussi très bon. Donc, celles et ceux qui veulent lire sur la théorie de l'autodétermination, je vous suggère ces livres-là de confiance. Là, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Le titre du prochain livre, c'est « Motivé et motivant ». Motivé et motivant, je le remets dans le chat. Ça va sortir chez Édito. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, invitez-moi. Je vais vous l'annoncer en avant-première quand il va être sorti. Ça va être distribué par Édito à grandeur du Québec, puis peut-être même en Europe, mais le livre va être disponible en français. C'est écrit avec 3 collègues européens, donc Anja van den Broek et Hermina van Coily en Belgique et Marcus Müller, qui lui est en Allemagne. Donc, on est 4 auteurs sur le livre. On me pose la question, est-ce qu'on va avoir accès à l'enregistrement? Oui, le Mouvement Santé Mentale Québec, avec le CRISE, là, ont enregistré mon webinaire. Il sera possible de le diffuser pour un temps limité, je crois. Mais oui. Sinon, si vous cherchez mon nom sur YouTube,
Sur la théorie de l'autodétermination, il y a certains événements qui ont rendu publiques mes interventions, que ce soit sur le rapport à l'argent, sur le bien-être et la performance. Puis si vous tapez tout simplement Self-Determination Theory ou théorie de l'autodétermination, il y a de plus en plus de très bonnes ressources. Mais à votre question, oui, ça sera rendu disponible. Donc, je ne sais pas si, Mme Grisé, vous aviez vu des questions durant la conférence. Je sais qu'il y a eu plusieurs dizaines de commentaires. Il y avait un commentaire au début, attendez que je le retrouve, qui disait, attendez, au tout début. Oui. Il me semble qu'il était tout près tantôt. Ça avait rapport avec quelqu'un qui disait, mais voilà, j'allais. La personne disait, mais pourtant, la reconnaissance est reconnue comme un facteur de protection des risques psychosociaux au travail. Je pense que c'était en lien avec ce que vous disiez tantôt, que c'est pas toujours l'orgueil qui doit prendre la place. Je pense que c'est à ce moment-là que la personne, Nathalie, avait fait ce commentaire-là. Oui, le problème avec l'épithète de la reconnaissance en général, je suis d'accord en général que la reconnaissance, c'est un facteur de protection. La théorie de l'autodétermination l'aborde d'un angle différent. Si vous avez des défis ou des ressources, puis la reconnaissance peut être soit un défi ou une ressource, oui, ça va satisfaire les trois besoins. Là où je ne serais pas capable, c'est que la reconnaissance n'est pas un désir ou un besoin. Ce qu'on a besoin de satisfaire, c'est notre affiliation sociale. Donc, sous des vocables différents, on dit à peu près la même chose. Là, ça vient juste d'un courant théorique différent. Mais oui, la reconnaissance, c'est un des facteurs qui permet de satisfaire les trois besoins. Puis d'ailleurs, en contexte de travail, nous, on enseigne les habiletés qui permettent de satisfaire les trois besoins. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, mais oui, je suis d'accord avec le commentaire en général. Je vous laisse le mot de la fin, Mme Grisé. Oui. Je projette à l'écran la dernière slide que vous m'aviez demandé. Je remercie vraiment tout le monde de votre présence, de votre participation. J'espère que ça a pu susciter des réflexions. J'espère que les ressources concrètes vont répondre à certains impératifs ou en tout cas semer des graines qui vont permettre de marcher tranquillement vers la santé, le mieux-être. Un gros merci à tout le monde. Invitez-moi sur LinkedIn, puis je vous laisse le mot de la fin, Mme Grisé. Merci infiniment, professeur Forest. C'était vraiment super intéressant. Les commentaires sont vraiment très, très, très positifs. Pour les personnes intéressées à revoir le webinaire, en effet, il va être disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours probablement. Et on va probablement aussi faire des publications sur notre Facebook pour en refaire la promotion. Donc, il va y avoir différentes façons de le revoir. Si ça vous intéresse, le thème de l'autodétermination, sur notre chaîne YouTube, on a fait des duos de choix avec David Boudreau sur le thème donc, de l'autodétermination. Il rencontre des spécialistes, des individus qui parlent de comment dans leur vie ou comment dans différents milieux, par exemple avec les personnes aînées, les travailleurs, la jeunesse ou la population générale, comment on peut susciter ce sentiment d'autodétermination-là puis favoriser l'autonomie. Donc, je vous invite à les visionner puis à les partager autour de vous. Je remercie encore de tout cœur le CRISUQAM pour le soutien technique et le partenariat. Je vous rappelle que vous êtes invités à consulter notre site Internet sur mouvementsmq.ca ou bien dans sa tête.ca. Vous allez avoir accès là-dessus à tous nos outils et à plein d'informations sur nos différentes campagnes. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire à notre infolette qui va vous permettre de recevoir des actualités de nous, de nos groupes membres, de nos partenaires sur les prochains webinaires à venir et plein d'autres informations. Puis, merci beaucoup de votre participation, puis à bientôt.